Pourquoi Novak Djokovic et Stan Wawrinka font-ils ce geste? Qu'est-ce qui se cache derrière ce truc-là de se mettre l'index sur la tempe? On parle de tactique, d'histoire, de tout, de potin même sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de mental. Ça me tient particulièrement à cœur d'explorer ce sujet avec vous aujourd'hui. Le concept de densité mentale, c'est quelque chose que j'ai essayé de matérialiser depuis quelques mois maintenant, de créer comme ça un format sur cette chaîne où on parlerait exclusivement de mental. Et on va commencer par développer sur ce sujet très mystérieux. Déjà, on doit définir les contours de ce que c'est la densité mentale. Je vous propose une définition que j'ai moi-même rédigée. Et donc la densité mentale, ce serait cette capacité à exiger une concentration intenable sur la durée à son adversaire, à laisser transparaître une impression de maîtrise et à convertir toutes les énergies, même négatives, en blocs motivationnels. Donc là, vous voyez tout de suite de quel joueur je veux parler. La densité mentale est à la fois un atout pour son porteur et une source de découragement pour celui qui l'a subi. À très haut niveau dans le tennis, c'est l'un des éléments les plus importants dans le succès. Le tennis, c'est un sport dans lequel on joue contre l'adversaire, mais aussi contre soi-même. Il faut être capable de maîtriser ses émotions, ses pulsions, le regard extérieur, la honte aussi parfois de rater des coups faciles, des points où il y avait simplement à exécuter son adversaire et tu réussis pas à faire le coup gagnant. Donc voilà, il y a une somme d'informations et de sentiments qu'il faut réussir à gérer, à process, c'est très très compliqué. Et en fait, on peut même le dire, le conflit intérieur est presque aussi important que ce qui se passe sur le court. Il faut réussir à résoudre tout ça. J'espère que vous me suivez et que vous avez déjà pu observer de votre côté ce concept de densité mentale. Alors, la question maintenant, c'est, ça permet de quoi faire concrètement sur le court? Le premier truc, c'est que ça vous permet de rester lucide. En toutes circonstances, vous avez presque cette préscience, vous sentez les choses, vous anticipez les choses, vous aspirez la balle parfois. On le voit avec Rafael Nadal, la lecture de jeu, avec Novak Djokovic. Parfois on se demande mais comment ça se fait qu'avant même que l'adversaire ait frappé ce coup, il sait déjà où il doit se positionner. Donc ça, c'est le feeling, la préscience, l'effet de flow. Donc vous êtes lucide. Il y a également un intérêt important sur la densité mentale, restez comme ça bien focus, c'est celui d'épuiser son adversaire, de créer un sentiment de lassitude. Vous êtes là et vous donnez l'impression d'être un bloc inamovible, un peu comme Borg. Novak avait ça, a toujours ça d'ailleurs. Certains autres joueurs, bien sûr, sont connus pour cette difficulté à les transpercer mentalement, et ça permet aussi de générer une aura. Et quand vous conscientisez ça, quand vous savez que votre adversaire va commencer un peu à paniquer parce que c'est vous en face, vous pouvez l'utiliser. Il y a beaucoup de manières différentes de l'utiliser. Vous pouvez faire la petite pause pipi de 4-5 minutes quand vous venez de gagner un set pour que votre adversaire mijote comme ça. Est-ce que je vais réussir à le battre? Les remontadas de Novak, on va beaucoup citer Novak, mais bon, Novak c'est un des exemples les plus frappants, marquants de l'histoire du tennis sur ce concept. Il n'y a pas que lui, mais il y a quand même beaucoup lui. Il a beau être mené 2-7-0, il part. On l'a vu en finale de Roland Garros face à Tsitsipas, on l'a vu face à Yannick Sinner, c'était à Wimbledon. Il arrive à se reconcentrer. Alors lui, apparemment, ce qu'il fait, c'est qu'il se parle directement dans le miroir. Intéressant, essayez à la maison, vous me direz si ça marche. Cette densité mentale vous permet également de parfois déjà remporter la partie avant même qu'elle ne commence. Ça c'est typique Rafa par exemple, là, qui est habité, très concentré dans les couloirs. On se souvient de la finale de Roland Garros entre Rafa et Ruud. La différence entre le langage corporel, Ruud qui était là, qui allait à l'abattoir, et Rafa, le bourreau qui sautillait derrière, qui faisait des pas, qui courait, qui machin. Ça aussi, ça fait partie de cette forme d'intimidation. Il y a tout un ensemble de choses que vous pouvez produire en termes d'impact mental. Et je trouve que cette densité, elle vous permet également de faire confiance aux aléas de la partie. Ça, c'est super important à comprendre quand vous observez, par exemple, un Big 2, un Big 3 contre un autre adversaire, plus jeune, par exemple. C'est que il sait que son adversaire, même s'il joue chaleur pendant un set et demi, il y a forcément un moment donné où les clés de la partie vont lui revenir. Un très grand champion, un joueur qui a une grande densité mentale, sait pertinemment que le momentum va lui revenir, que l'autre en face va commencer à déjouer un petit peu, peut-être dans les fins de set, dans les moments de grande tension. Ça, on l'observe tout le temps sur les matchs du Big 2. C'est pour ça parfois on a l'impression de se dire ouais, c'est toujours un peu le même film, le gars qui te choque à 5-4 ou à 5 partout ou à 6-5 ou dans le time-break. Pourquoi ces joueurs-là, les grands champions, arrivent toujours à basculer en tête dans ces moments chauds? C'est à cause de ça. Ils arrivent à rester calmes,
à ne pas paniquer quand l'autre vraiment joue très très fort, et ça c'est vraiment l'une des clés du succès. Maintenant vous vous dites peut-être, là à ce stade de la vidéo, comment est-ce que je pourrais concrètement faire moi quand je joue des matchs à mon niveau pour appliquer ça? D'abord pour moi ce qui est clair c'est qu'il y a des leviers qui vous permettent d'avoir une densité mentale. Vous pouvez l'avoir d'une manière innée, c'est quelque chose qui peut se travailler aussi, on l'imagine. On se souvient de ces images de Novak hein, qui faisait des trucs comme ça avec ses doigts, de la visualisation mentale comme on l'appelle, où vous vous projetez. Iga Swiatek hein, aussi qui travaille avec une psy. C'est devenu un travail tellement fondamental en fait, on devrait même pas avoir besoin d'en parler, mais je trouve que c'est un axe qui est trop peu discuté, qui est trop peu compris encore. Donc pour moi, l'un des leviers utilisables déjà c'est la colère. Vous pouvez générer de la colère parce que les choses ne tournent pas dans votre sens, parce que vous n'arrivez pas à développer le niveau auquel vous vous attendez, ou votre adversaire est tout simplement trop fort à cet instant-là, et puis ça commence à générer un peu de tension chez vous. Un autre levier qui peut être utilisé, c'est l'adrénaline. L'adrénaline, c'est cette énergie qui commence à vous porter parce que vous avez du public dans le stade, dans les tribunes. Bon ça, si vous jouez à votre petit niveau, ça va être votre maman et votre labrador. Il y a la douleur aussi. Ça, c'est quelque chose de super super important, la douleur. Rafa l'avait concédé d'ailleurs, il avait dit « Parfois, la douleur m'a permis de me sublimer. » Parce que vous avez ce truc qui occupe votre esprit. La douleur, la souffrance, j'ai mal, il y a mal aux pieds. Et vous arrivez à dépasser ça. Parce que vous avez cet ennemi intérieur. Et on se souvient, il y a beaucoup d'exemples de joueurs qui ont des crampes, par exemple, sur des matchs. Et ils vont commencer à lâcher leur coup parce qu'ils ont plus cette fameuse peur de gagner. Le regard des autres, ça leur passe au-dessus à ce moment-là. Ils sont en mode survie. Et quand vous êtes un peu le petit animal coincé comme ça dans un coin et que vous êtes acculé, c'est parfois là que vous jouez votre meilleur niveau et que vous pouvez avoir cette densité mentale. On peut également avoir comme levier le besoin de prouver. Prouver à l'environnement, aux médias, à sa famille, à sa petite copine, à son mec, à son chien, l'envie de prouver, le besoin de prouver. Rappelez-vous, Zverev en quart de finale de Roland-Garros face à Carlos Alcaraz, personne ne le voit gagnant, et il arrive à faire un grand match. Même si Carlitos passe à côté sur les 2 premiers sets, ça c'est pas anodin. Et pourquoi Zverev se liquéfie à l'Australienne en 2022 contre Shapovalov, il fait un match dégueulasse, il perd en 3-7? Parce qu'il était attendu, parce que potentiellement il pouvait être numéro 1 mondial et remporter son premier grand chelem. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut noter. Et enfin, on l'a déjà mentionné, hein, mais c'est le relâchement, se relâcher quand vous avez une blessure, des crampes, ou tout simplement vous arrivez à atteindre ce niveau de stase. Ok, on arrive au deuxième point de la vidéo. Pourquoi Djokovic et Nadal sont-ils les maîtres dans cet art de la densité mentale? D'abord, on a évidemment la maîtrise du momentum, du rythme, la confiance absolue en leur arsenal. C'est sûr que quand t'as aucun point faible dans ton jeu, t'es plus serein. Et tu sais que s'il faut aller toucher la diago revers parce que ton adversaire à ce moment-là est en perte de confiance, tu vas pouvoir le faire. Si t'es l'un des meilleurs retourneurs de l'histoire de l'humanité, ça peut servir contre des profils type Matteo Berrettini, Daniil Medvedev ou d'autres grands serveurs, des joueurs qui ont cette arme principale dans leur arsenal. Toi, tu es capable de les calmer. La capacité, ça on en a parlé il y a quelques instants, à générer de l'instabilité mentale chez son adversaire. Ça c'est très très précieux, et notamment dans les fins de set. Combien de fois Novak a réussi à accueillir son adversaire en pareilles circonstances. On a aussi chez Rafa et chez Novak une expérience incommensurable, une connaissance de tous les éléments constitutifs du jeu. Pourquoi se laisser à ce moment-là? Pourquoi faire une balle sans vie, flottante, à 5-4, 0-30, alors que tu l'as pas fait pendant tout le set? Tous ces éléments-là, ce sont pas des prises de décision par hasard, c'est l'accumulation de l'expérience, de votre compréhension du jeu, et ce que vous devez produire également pour remporter un match. Et ça, ça s'acquiert avec le temps, avec l'accumulation des victoires, et avec une certaine aura également qui vous permet de jouer là-dessus. On a aussi quelque chose qui est super important, c'est l'érosion de la densité mentale avec l'âge. On l'observe un petit peu avec Novak Djokovic, qui peut avoir un petit peu de mal à se concentrer de plus en plus sur sa fin de carrière. Roger, c'était pareil également. Rafa, la même chose en fait. C'est que avec l'âge, vos capacités de concentration s'érodent.
Ça c'est scientifique, on y passera tous. Je commence d'ailleurs à y passer là. Et je trouve également qu'on peut avoir cette gestion énergétique. Donc en gros, l'adversaire il est là, il est en face de vous, et surtout en face de Novak et de Rafa, et il sait qu'il doit déployer une énergie monumentale pour rester dedans, rester concentré, remettre une pièce encore et encore, même si ça tourne pas rond pour lui. Et en quelque sorte, si vous croyez qu'un match ne se dispute que dans les limites du court et avec de la technique et de la tactique, vous manquez un élément fondamental du tennis. Peut-être l'élément le plus important d'ailleurs. Troisième point de cette vidéo, la génération Z, la next-gen surtout. Parfois on est frustré. On se dit mais comment c'est possible qu'ils galèrent autant? Ils n'ont pas de mental, ils choquent, ils sont décevants. Ça nous est arrivé plein de fois de nous énerver en regardant la next-gen, de pas comprendre en fait pourquoi leurs standards ne sont pas les mêmes que ceux du Big 3. Déjà je trouve que c'est une génération, et surtout celle qui, on va dire, fin 90, début 2000, ils n'ont pas les mêmes armes, pas les mêmes outils, c'est une maturation plus lente par rapport à la génération fin 80, qui est aussi la dernière qui a grandi sans Internet, sans aussi, on peut le dire, les distractions. Et on a aussi, dans cette génération, je trouve, une très très grande stabilité mentale, qui les aide sur le court. Ça c'est incontestable, indiscutable. C'est une stabilité émotionnelle, même s'il y a des pétages de câbles de la part de certains joueurs du Big 3, enfin surtout un, et une stabilité maritale. Oui, je sais, là on parle d'un sujet qui peut vous paraître un peu trivial, mais c'est super important. Roger, hyper stable au niveau marital, Rafa pareil, Murray pareil, Novak pareil. C'est pas un hasard. Et si vous avez une vie dissolue, vous faites n'importe quoi, vous divorcez tous les 36 du mois, ça va avoir un impact sur votre jeu, ça c'est normal. La génération Z également, c'est celle des réseaux sociaux, c'est celle qui est victime d'une très grande porosité par rapport aux critiques. On voit pas trop le Big 3 ou le Big 4 poster des trucs à l'arrache sur Twitter. Ils sont plutôt sur Facebook tels des gros booms. Mais on voit qu'il y a une porosité, quoi. Tsitsipas qui fait ses posts, ses shitposts philosophiques et qui se fait incendier. Il a même un compte secondaire pour envoyer encore plus de copies-collages de posts philosophiques. Et parfois, dans certaines de leurs réactions en conférence de presse, on sent qu'ils réagissent un peu aussi par rapport à certaines choses qu'ils ont vécues sur les réseaux sociaux. Rune, qui est super engagé également sur Twitter, qui répond quasiment à tous ses haters. Je sais pas si c'est une bonne utilisation de ton temps, et alors ok, ça peut servir de ressort motivationnel, mais tu perds de l'énergie, quoi. C'est un peu comme des mythes, des petites mythes qui te grignotent le cerveau, qui t'empêchent de te focaliser, et pour la densité mentale, à mon sens, il faut réussir à compartimenter au maximum. Comme vous le voyez, on a un sport qui suit bien sûr les évolutions sociétales, et on a des nouveaux pièges désormais qui nous empêchent, même nous, à notre petite échelle, de nous concentrer, de rester bien dense, bien compact au niveau mental. Je pense que c'est l'un des axes qui explique, au-delà du grand talent tennistique du Big 2, le fait qu'ils sont encore très très dominants à leur âge. C'est quelque chose d'assez différent quand on compare avec les anciennes générations. Avant, à 30 ans, t'étais quand même un joueur sur la fin, surtout dans les années 90. Après, il y a eu des joueurs qui ont joué pendant très longtemps, les Connors, les Rosewall, les Pancho Gonzalez, même Rod Laver, qui a joué pendant très très longtemps aussi. Mais là, on a, je trouve, un pattern et surtout une véritable division au niveau comportemental entre la nouvelle génération et cette génération un peu plus âgée. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, on continue la conversation. Que pensez-vous du concept de densité mentale? On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. La bise.